Bonjour à toutes et à tous. Merci de rester fidèles au programme de New World. Bienvenue dans le Monde en 7. Nous passons en revue l'actualité marquant cette semaine. Nous en parlons avec trois invités ici en studio. Les grandes actualités abordées, ce sera le Mali et l'Algérie. Le torchon brûle. Deuxième sujet, Burkina. La France annule le décret d'extradition de François Compaoré. Après, nous irons au Bénin. Le président Talon souhaite normaliser les relations avec le Niger. Ensuite, la République démocratique du Congo. Tshisekedi en difficulté ou parti plutôt pour empiler, ce sera une interrogation. Puis nous terminerons avec le Togo, la question des réformes électorales en discussion au CPC. Nous avons pour en parler aujourd'hui trois invités en studio avec nous. Dieudonné Sewonou, journaliste et directeur général de l'IR Service. Bonjour Dieudonné et bienvenue. Bonjour docteur. Merci encore de nous inviter à ce plateau. À côté de vous, Dominique Lacmont, vous êtes le secrétaire général du mouvement Foi en la force du Togo. Bonjour Dominique. Et oui, bonjour docteur, et bonjour mes grands frères ici présents. C'est un réel plaisir de se retrouver encore. Notre troisième invité aujourd'hui, Horus Donkovi, vous êtes activiste panafricain. Ah oui. Bonjour Horus et bienvenue. Bonjour docteur, c'est un plaisir. Bonjour à tous ceux qui nous suivent. Et nous commençons avec cette relation entre le Mali et l'Algérie. Le ministre malien des Affaires étrangères a convoqué cette semaine l'ambassadeur de l'Algérie au Mali pour opposer une vive contestation suite au comportement de l'Algérie en recevant une délégation de signataires de l'accord de paix d'Alger et l'imam Diko cette semaine sans informer les autorités maliennes. Et donc le gouvernement de transition a opposé cette vive contestation en appelant le ministre malien, l'ambassadeur algérien au Mali pour en discuter. Je commence par vous. Dieudonné Sewonou, les relations entre le Mali et l'Algérie ont connu un coup cette semaine avec cette rencontre mardi et l'invitation ou la convocation de l'ambassadeur algérien à Bamako ce mercredi. Oui, docteur, il faut reconnaître que l'Algérie et le Mali ont un lien historique qui remonte à des siècles, bien évidemment, faisant partie tant de l'Empire du Ghana et aussi, ou alors de l'Empire Songhai. Même si aujourd'hui, les réalités ont commencé par montrer les limites de cette collaboration au vu des actions lointaines liées à la colonisation. Il faut quand même identifier ce lien historique entre ces deux pays. Cependant, aujourd'hui, qu'est-ce qui pose le sérieux problème? Le problème, c'est à quel niveau? C'est bien l'Algérie qui avait joué un rôle fondamental, qu'on le dise ou non, dans le projet de paix qu'on appelait généralement l'accord d'Alger, pour véritablement asseoir une solution au niveau de la crise qui a commencé par secouer le nord du Mali depuis 2012. Maintenant, cet accord de paix n'a pas pu tenir ses promesses comme on le voulait et s'est envolé en éclats et dont les violences ont repris dans la zone jusqu'à ce que le Mali aujourd'hui, ou alors les nouvelles autorités maliennes aujourd'hui, n'arrivent à remporter ce qu'on peut brandir aux yeux du monde comme une victoire, en prenant plutôt possession de Kidal et les zones y afférentes. Maintenant, dans cette mesure, nous comprenons, ou alors le monde entier a compris que cet accord d'Alger a échoué, n'a pas tenu ses promesses, comme je le disais. Maintenant que le Mali, ou alors les nouvelles autorités, ont pris le devant de la scène pour poser leurs actes concrets, et que l'instigateur, ou alors le coordonnateur de cet accord, se révèle maintenant maître encore de la situation et commence par poser des actes qui ne sont pas concertants, et la colère des nouvelles autorités contre cette initiative s'est éclatée, d'où les nôtres contre nôtres que nous sommes en train de voir ces derniers temps. Alors, ce qui me concerne, ma position simple par rapport à cette situation, je me dis, l'Algérie aujourd'hui, oui, peut bien jouer son rôle en tant que pays frontalier. Je rappelle que l'Algérie et le Mali partagent au moins 400... Une grande frontière. Voilà, 400 000 kilomètres de frontières. Cependant, le temps qu'il faudrait prendre pour résoudre un problème au niveau de son frère Mali est passé. Maintenant, la situation est à un autre niveau. S'il faut toujours continuer par tenir cette lettre
de médiateur, il faut la tenir avec beaucoup de pincettes en ayant un esprit conciliateur, un esprit rassembleur. Et je ne trouve pas aussi très intéressant que l'Algérie continue par mener des démarches unilatérales avec les rebelles touaregs vis-à-vis d'ailleurs des nouvelles autorités maliennes, tout comme s'il y a une prise de position contre la nouvelle donne qui s'installe maintenant au Mali. Ce qui est clair, la situation avant 2012 ou alors lors des discussions en 2012 ne sont plus les mêmes choses aujourd'hui. Donc s'il y a des pas à poser, ces pas doivent quand même respecter un certain principe. Et ces principes-là ne doivent plus être les mêmes que l'Algérie est en train de brandir aujourd'hui. Alors quel principe devrait être normalement sur l'Algérie? Le principe d'inclusion. C'est-à-dire, il faut avoir les deux parties prenantes. Les donc autorités. Éviter le cadre stratégique permanent sans en aviser les autorités. Bien évidemment, vous parlez des autorités maliennes. Jusqu'à preuve du contraire, ils sont à la manette. Et c'est eux qui veillent sur, la sécurité et l'intégralité du territoire malien. Alors s'il y a une action à mener aujourd'hui, elles doivent être avisées en premier lieu. Et que l'Algérie se porte en bon maître, joue son rôle derrière ces autorités. C'est une sorte de provocation. Et les autorités maliennes l'ont dit. C'est une sorte de provocation. On ne va pas vouloir faire asseoir la paix et déclarer au même moment la guerre. Qu'est-ce qui pose le problème? C'est bien des ennemis d'hier qui sont appelés à une table de discussion sans l'autre camp. Et à mon avis, c'est tout à fait normal que les autorités maliennes réclament leur part de position. Et c'est ce qui est en train de se passer. Dans cette tension qui brûle, ne brûlera pas longtemps quand l'Algérie va décider de jouer un franc jeu, un jeu qui ne sera pas un jeu téléguidé d'ailleurs. Dominique Lacmo, l'ambassadeur d'Algérie à Bamako, a été convoqué par le ministre malien des Affaires étrangères. Il oppose une vive contestation suite à la rencontre qui a eu lieu la veille entre le président algérien et une délégation du CSP ainsi que de l'imam Diko, des membres signataires de l'accord de paix d'Alger en 2015 qui ont été reçus par l'Algérie sans avoir concerté au préalable Bamako. Oui, c'est ce qu'on constate, mais je suis quand même tout à fait avec les déclarations et puis l'analyse de Dieudonné. Mais l'autre chose qu'il faut comprendre, je ne sais pas, le Mali, dans sa posture actuelle, on dirait tout le monde veut... c'est-à-dire personne ne veut plus de Mali ou bien comment? Je ne sais pas si c'est le Mali qui n'est pas qui n'est pas dans de bonnes situations ou bien c'est son entourage également, parce que quand vous comprenez l'attitude des autorités maliennes, tu comprends qu'il y a un sentiment de vouloir faire comme si c'est moi seul qui est maître et personne ne peut m'apporter quelque chose ou je peux ne pas apprendre quelque chose de quelqu'un d'autre. Vous voyez, quand Dieudonné a analysé comment l'accord a été fait dans les situations, la situation dans laquelle cet accord a été signé, mais on a connu également le rôle que l'Algérie a joué même avec l'arrivée de ces nouvelles autorités quand la CEDEAO a imposé les sanctions contre le Mali, mais c'est le seul pays qui était au rescousse du Mali, c'est l'Algérie. Mais si aujourd'hui, il y a une initiative qui a été prise de la part de l'Algérie, c'est pas pour nous le Mali, mais on a invité Imam Diko. Je pense que Assimi Goïta, leur coup d'État est parti des activités de ce mouvement Diko. Ouais. C'est cet imam qui a lancé les contre-manifestations contre Ibeka et pour que Assimi Goïta et ses amis puissent prendre le pouvoir. Mais est-ce que ça donne aujourd'hui une garantie à l'Algérie de les inviter sans concerter les autorités maliennes? Le problème, ce n'est pas l'Algérie en fait. Vous savez, comme on le dit, aujourd'hui, c'est vrai que le Mali, avec ses amis Wagner, ont pu avoir pris Kidal et autres, mais quel que soit l'issue d'une guerre, il faut toujours finir par discuter, puisque c'est vrai qu'il y a une partie qui est conquise par les terroristes, mais il faut reconnaître que dans cette guerre, il y a aussi les Maliens, et on doit finir par discuter un jour. Et si il y avait un accord, un cadre dans lequel
peut-être, même si ça ne venait pas des autorités maliennes, je parle des maliennes, peut-être qu'on était dans un accord et tout le monde pensait qu'aujourd'hui, il fallait tout faire par la force et qu'on fait un revers vers celui-là qui était au-dessus de cet accord pour le consulter. Mais c'est normal qu'il puisse avoir des consultations. Alors, maintenant, attendez, il faut aller attendre. S'il vous plaît. Ce que réclame l'Algérie, ce que réclame l'Algérie, ce n'est pas, ou bien ce que dénonce l'Algérie, ce n'est pas le fait qu'on ait rencontré ces autorités ou bien ces signataires, mais c'est qu'on les fait sans en aviser les autorités maliennes par avance. Mais c'est ce que j'ai dit. Ça dépend de qui a fait la demande. Ouais, donc ça dit peut-être que c'est l'imam, le camp de l'imam Diko, bien les rebelles, qui a fait, parce que c'est l'Algérie qui dirigeait l'accord. Maintenant, ils ont fait la demande d'aller consulter celui qui a régi les accords. Oui. Voilà, comme arbitre, ils peuvent aller le consulter et après tout revenir vers les autorités. Si au même moment vous voyez les gens en Algérie et vous commencez par contester, par mettre de la violence, commencez par accuser de l'Algérie comme si l'Algérie arrivait à déstabiliser, pour encore faire comme ils sont en train de le dire, l'Algérie s'ingère dans les problèmes du Mali, mais finalement tous les pays qui sont autour du Mali vont s'ingérer dans les problèmes du Mali. Vous avez un problème, les gens doivent venir également, vos entourages doivent venir également vous soutenir. Mais ce comportement laisse croire que les autorités maliennes ne veulent absolument rien comprendre de quelque chose venant de quelqu'un d'autre. Pour vous, il faut envisager la possibilité selon laquelle ce soit les membres du CSP qui aient demandé à rencontrer le président algérien, parce que c'est l'Algérie qui a dirigé les accords. Ils ont ce droit. Voilà, ils ont ce droit d'aller consulter l'Algérie. Aujourd'hui, ce que le Mali devrait faire, c'est de ne pas rentrer dans une situation de révolte ou de guerre, mais chercher plutôt à comprendre pourquoi l'Algérie a adopté. Si aujourd'hui, on va dans comme si c'est une guerre qui est en train d'être nette, c'est que non, mais il faut pas. En tout cas, ce aurait été peut-être l'occasion pour clarifier la situation, puisque l'ambassadeur d'Algérie à Bamako a été convoqué justement par le ministre malien des Affaires étrangères. Il voulait protester, ou bien il avait saisi l'occasion pour protester contre cette rencontre qui a eu lieu entre le président algérien et les autorités, du moins les représentants des groupes signataires de l'accord de paix de 2015. Alors, la première des choses qu'il faut dire, c'est que l'Algérie, les démarches algériennes ne se font pas pour les beaux yeux du Mali. Les démarches algériennes se font parce que l'Algérie, dans les années 90, a été carrément dans une période de guerre à cause de la réussite aux élections du fils. Et que la répression faite au fils a donné après le GIA. Et que le GIA, après, s'est démultiplié et a inspiré bien d'autres mouvements qui, eux, se nourrissent de l'extrémisme musulman. Hein, et donc, sont des mouvements qui ont des rapports avec les terroristes. Et donc, la démarche algérienne consiste à s'assurer qu'il y a de la sécurité tout autour de son territoire, à ses frontières. L'Algérie actuellement a des problèmes avec le Maroc, a des problèmes avec la Tunisie qui d'une certaine manière est instable, la Libye est instable, le Mali est instable, et donc l'Algérie fait tout pour que cette instabilité-là ne déborde pas les frontières et nourrisse les prétentions de groupes qui veulent évincer un pouvoir militaire algérien. Donc ça c'est le premier point. Et donc tous les accords qui vont être signés, à mon sens, vont être dans cette optique-là. Du moment où l'Algérie et le Mali convergeaient sur la méthodologie à adopter quant à on va dire la stabilisation du front, il n'y avait pas de problème, on a signé les accords de Kidal. Alors, le problème avec les accords de Kidal, c'est que ce sont des accords auxquels on a... Les accords d'Alger. Les accords d'Alger sont des accords auxquels on a contraint le gouvernement malien. On a eu une puissance étrangère, en l'occurrence la France. On a eu un Mali qui n'avait pas les possibilités, la capacité de pouvoir reconquérir son territoire. Et on avait une Algérie qui n'avait pas envie de s'immiscer dans un problème malien, en tout cas de façon militaire, mais qui en tout cas voulait assurer la sécurité de ses frontières, en sachant que ce sont les mêmes populations qui sont d'un côté ou de l'autre de la frontière. Et donc oui, l'Algérie a pris les devants.
On connaît les frictions qu'il peut y avoir entre l'Algérie et la France. L'Algérie n'aime pas être infantilisée par la France. Et donc l'Algérie a pris les devants pour prendre pleinement le part aux négociations qu'il y a entre le gouvernement malien et les rebelles. Il n'y a pas de problème avec cela. Donc sur ce point, on s'entend. Sauf que depuis un moment, l'État malien estime avoir la capacité de récupérer son territoire. Et elle le récupère petit à petit. Ça, c'est une démarche qui appartient à l'État malien. C'est une démarche nationale. Elle a le droit de vouloir récupérer son territoire. Elle a le droit de ne plus se vouloir assujettie aux intérêts des autres. Parce qu'en fait, ce qu'on est en train de dire aux Maliens, c'est comme si on leur disait, freinez vos prétentions de reprise de vos territoires, parce on est tombé sur un accord et que cela nous arrange nous. Sauf que l'État malien a estimé que ça ne l'arrange pas lui. Oui. Parce qu'en réalité, continuer ces accords et accepter, un certain nombre de revendications de ces groupes armés remet en cause l'intégrité du territoire. Jusqu'à présent, oui, on a signé les accords d'Alger, mais ça n'a pas fait, à mon sens, que le Mali soit serein. Le Mali n'est pas serein quant à sa sécurité, n'est pas serein quant à l'intégrité de son territoire. Et c'est parce qu'il n'était pas satisfait d'ailleurs. C'est parce que justement il y avait cette instabilité qui était constante qu'il y a eu des coups d'État. Si ces accords avaient pu assurer la paix, la stabilité et le développement continu du Mali, il n'y aurait pas eu les coups d'État que l'on a connus. Les coups d'État qu'on a connus ont été justifiés par l'insécurité constante et permanente et voire en augmentation qu'il y avait au niveau des agressions qu'il y avait vis-à-vis du Mali. C'est ça qui nourrit le justificatif des coups d'État. Et donc, ceux qui sont au pouvoir actuellement, la première question qu'on leur demande, c'est que, ok, d'accord, est-ce que vous arrivez à assurer la sécurité? Et pour assurer la sécurité, on leur a mis un chantage en place. Pour surseoir à ce chantage, ils ont dû être obligés de négocier avec d'autres personnes, d'autres partenaires. Ils ont négocié avec d'autres partenaires, ils ont été sanctionnés. Et malgré les sanctions, ils ont réussi à prendre à récupérer du territoire. Et maintenant, ce qu'on souhaite, c'est qu'ils acceptent un jeu vicieux qui consiste à les mettre au même pied d'égalité que ceux, en fait, qui les ont agressés. Je pense que le Mali... même si... Alors, le Mali a récupéré Kidal, oui. Et je pense que le Mali se paie le loisir de renégocier un certain nombre d'accords qui étaient à son désavantage et qui étaient encouragés par des gens qui, eux, sécurisaient leurs intérêts. L'Algérie, l'accord d'Alger a assuré l'Algérie parce que l'accord d'Alger permet à Alger de rester en sécurité. Alors aujourd'hui, que dites-vous de cette attitude de l'Algérie? Est-ce une bonne démarche, comme l'estime Dominique Lacmont, que la demande peut venir des autorités du CSP qui auraient peut-être demandé à rencontrer le négociateur de cet accord-là, ou plutôt si c'était l'Algérie qui avait pris l'initiative? Quel regard portez-vous sur cette situation? Faut-il s'alarmer parce qu'il y a eu rencontre entre le CSP et les autorités algériennes? Bon, on va faire simple. Est-ce que l'Algérie aurait accepté que le gouvernement malien, par exemple, reçoive à l'époque les autorités du GIA ou le FIS? Non, puisqu'il y a un accord qui... Non, je suis d'accord. Oui, ce qu'on dit. Le Mali n'avait pas dirigé d'accord entre il y a un accord mais justement, l'Algérie a pu se positionner dans ces accords-là parce qu'elle avait... l'oreille de ces groupements-là. C'est parce qu'elle a la capacité de pouvoir rassembler autour d'une table le gouvernement malien et ces groupuscules-là. C'est pour ça qu'elle peut faire signer des accords. Mais on inverse le cas. On suppose, est-ce que l'Algérie aurait accepté que le gouvernement malien reçoive des mouvements qui sont capables même qui prétendent même faire sécession dans le pays, qui prétendent même de... Non, c'est eux. Est-ce que la démarche n'est pas bonne? Pour moi, la démarche n'est pas bonne. Il aurait fallu nécessairement associer le gouvernement malien à la démarche, parce que ce que l'Algérie a fait, c'est rentrer dans une posture que l'on reproche actuellement en Afrique, c'est celle d'infantiliser l'État voisin qui n'a pas les mêmes ressources que vous.
C'est ça. Merci beaucoup. Horus, je vais rester avec vous pour aborder notre deuxième sujet. Nous prenons la direction du Burkina Faso pour parler du Burkina et de la France. La France a annulé ce 21 décembre le décret permettant d'extrader vers le Burkina François Compaoré. Il faut dire que la France donc a annulé ce décret permettant en 2020 d'extrader François Compaoré, le frère de l'ancien président Blaise Compaoré, vers le Burkina Faso. Il est accusé de l'assassinat en 98 du journaliste Norbert Zongo. Donc l'abrogation de l'extradition de Compaoré est intervenue à la suite de l'arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme du 7 septembre 2023 et qui a conclu à la violation de l'article 3 en cas d'extradition du requérant vers le Burkina Faso. Selon cette décision de la Cour européenne, le Burkina devrait normalement régulièrement offrir des garanties à la Cour et à la France que si François Compaoré est extradé pour son jugement, il sera dans de bonnes conditions et qu'il ne sera pas pris à partie. Mais finalement, selon cette décision, le Burkina n'offrait plus de garanties et donc la France a mis en exécution cette décision en annulant carrément son décret de 2020 permettant d'extrader vers le Burkina François Compaoré. Je pense que la plus belle garantie, si on veut vérifier les garanties de sécurité de M. Compaoré, il suffit tout simplement de vérifier l'état de ceux qui actuellement au Burkina sont enfermés dans le cadre de cette affaire. Il y a plusieurs personnes qui ont été en prison au Burkina et qui ont même bénéficié de la largesse des autorités burkinabées. Il y a même certains que l'on a relâchés pour des raisons de santé et ainsi de suite, et qui d'ailleurs qui en ont profité pour filer en douce. Donc, moi je trouve que c'est un mauvais signal envoyé aux autorités européennes et françaises à l'endroit du Burkina Faso. Je pense que le Burkina Faso, malgré les crises, a montré qu'il avait la capacité d'émettre du jugement, de faire des procès et de s'occuper des personnes qu'elle mettait en prison. Lorsque l'on dit on ne veut pas extrader M. François Compaoré, ok, on va passer de façon tout à fait simple, de façon tout à fait triviale. Toujours est-il qu'il est soupçonné d'un certain nombre de faits. Va-t-il être jugé en France? Non, plus puisque le procès n'est pas ouvert en Alors, France. si le procès, s'il n'est pas jugé en France, s'il n'est pas poursuivi, et si maintenant on refuse de l'extrader, c'est qu'en réalité, on s'est arrogé le droit de faire en sorte que la justice ne soit pas dite. Ça veut dire qu'il y a quelqu'un, il y a un assassin potentiel à l'extérieur, qui ne sera pas poursuivi à l'extérieur, qu'on a empêché d'être poursuivi chez lui et qui peut tout à fait faire sa vie tranquillement comme si de rien n'était. C'est ça le message qu'on est en train d'envoyer aux Burkinabés. On ne leur dit même pas, ok d'accord, on ne peut pas l'extrader, ok d'accord, il va quand même être jugé en France, même pas. On leur dit, le monsieur que vous soupçonnez, le monsieur dont vous avez les preuves de sa culpabilité, le monsieur qui est burkinabé et qui n'est pas français, et qui doit venir répondre de ses actes au Burkina, ce monsieur-là ne répondra d'aucun acte que ce soit parce que de toute façon, il n'est attaqué par personne. Mais il y a quand même la possibilité qu'il soit jugé par contumace. Oui, il va être jugé par contumace et tranquillement, il va passer son exil à l'étranger. Ça change rien. Lui, il va pouvoir vivre avec sa femme, ses enfants, tandis que monsieur Norbert Zongo et sa famille est meurtri parce que jusqu'à présent, le droit n'a pas été dit. Et le droit n'a pas été dit parce qu'on présume que l'État burkinabé ne répond pas à des normes internationales, alors que cet État a déjà jugé des personnes qui ont la même importance que François Compaoré et qui sont en prison actuellement au Burkina. Et d'ailleurs, même qu'on avait relâché pour partir, pour se faire soigner, et qui sont toujours en France. Et qui sont toujours, revenus, voilà, ils sont pas revenus. Donc, entre les deux, qui subit l'abus? Est-ce que on est en droit d'empêcher le Burkina de juger François Compaoré? C'est pas possible, c'est impossible. Je suis sûr, et c'est là où je vais revenir sur l'exemple de la réciprocité, c'est que je suis sûr que si ça aurait été l'inverse, on aurait eu des pressions sur le Burkina pour que la personne soit extradée. Bon, les choses étant ce qu'elles sont et les réalités étant ce qu'elles sont, le Burkina n'a pas peut-être la capacité de faire pression sur le gouvernement français ou sur l'Union européenne ou chez quelque autre cour pour que M. François Compaoré soit extradé. C'est un mauvais signal, c'est le signal de l'impunité.
C'est-à-dire que ce qu'on est en train de montrer à l'Africain, c'est que si vous avez les ressorts, vous avez les moyens, vous avez les contacts, et que par exemple vous devez répondre de vos actes dans votre pays, et que vous avez la capacité de pouvoir vous enfuir, d'aller dans un pays européen, avec le bon avocat, avec l'argent qu'il faut, vous avez la possibilité de vivre paisiblement votre vie sans être attaqué. Mais est-ce que quelque part aussi, si la France décide de l'extrader ou de mettre en exécution cette résolution de 2020, est-ce que ce ne sera pas une violation de cette décision de la Cour européenne des droits de l'homme? Finalement, est-ce qu'on n'est pas pris entre deux feux de droits de l'homme? Je pense que l'exercice, justement, c'était de justifier le fait que l'on est pris entre deux feux. C'est ça le truc. C'est-à-dire, effectivement, on aurait pu extrader tout simplement. Mais on a le recours de la Cour et de la Cour et de la Cour et on fait traîner les choses et les années passent et ainsi de suite et finalement la personne n'est pas condamnée. Moi j'estime que ce sont des exercices, je sais pas si je dois les qualifier d'administratifs pour que le monsieur ne soit pas extradé. Et il y a des gens qui sont des pros dans cela. On aurait pu tout simplement et le plus clairement du monde faire extrader ce monsieur, le juger, voilà, et résoudre le problème d'Norbert Zongo une fois pour toutes. Et ce n'est pas le cas. Et ce n'est pas le cas parce qu'il a... Alors, ce n'est pas le cas parce qu'il a les moyens de faire en sorte que ce n'est pas le cas. Et surtout, le plus ridicule de l'histoire, c'est que ces moyens qu'il utilise pour ne pas être jugé, ben, il les a grâce à l'État burkinabé. C'est l'argent du Burkina. Les avantages qu'il utilise pour ne pas être jugé sont des avantages qui sont tirés de ce qu'il a pu, comment dirais-je, des avantages qu'il a pu recevoir de l'État burkinabé au moment où son frère était aux affaires. Merci beaucoup, Horus. Dieudonné Sironou, la France annule ce décret de 2020 qui devrait normalement permettre d'extrader vers le Burkina Faso François Compaoré, le frère cadet de Blaise Compaoré, l'ancien président burkinabé. Et bon, je me pose certaines questions. François Compaoré est-il un Français? La réponse est non. Oui. François Compaoré sera-t-il jugé en France? La réponse, elle est non. François Compaoré a-t-il été soupçonné de quelque chose? La réponse, elle est oui. François Compaoré devra-t-il se défendre? La réponse également est oui. Nous assistons tout simplement à une sorte d'entrave à la justice qui est organisée au plus haut niveau. Nous parlons de la Cour européenne de justice pour le droit de l'homme. Je ne sais pas de quel droit on parle lorsqu'en face d'un assassinat et qu'un présumé assassin doit se justifier au vu des preuves ou alors la matière dont il dispose et qu'on trouve que ses droits sont en danger alors qu'on a déjà quelqu'un qui n'est plus du monde des vivants. Là, on parle des droits de l'homme. Vous voyez aujourd'hui ce que nous sommes en train d'appeler depuis un moment une hypocrisie intellectuelle servie aux Africains. D'ailleurs, je rappelle que cette situation a été apprise par voie de presse. Il n'y a pas eu une démarche formelle à l'égard des autorités burkinabées. C'est une sorte de mépris, d'ailleurs, à l'égard des autorités burkinabées en prenant cette décision qui abroge la démarche de 2020 pour extrader François Compaoré pour pouvoir répondre de ses actes. Alors, le Burkina Faso a appris à ses dépens que voilà, ce ne serait plus possible à ce que le présumé assassin soit extradé sous prétexte que l'intégrité de son corps ou alors la protection de ses droits n'est pas garantie. Quelle aberration! Quelle aberration! On parle d'assassinat. Qui a déjà préservé les droits d'un assassiné? Et c'est maintenant qu'il faut préserver les droits d'un, entre guillemets, assassin. Alors, toutes ces démarches montrent à suffisance que le présumé dont on parle aujourd'hui a quelque chose à voir avec le dossier en question. Sinon, il n'y a rien qui l'empêchait de venir lui-même exposer ses preuves devant la cour et obtenir véritablement justice. Moi, je me dis, le droit de se défendre est un droit également. Alors, pourquoi est-ce qu'on refuse à François Compaoré de venir se défendre pour jouir de ses droits en tant que citoyen et burkinabé en plus? Alors, cela prouve à suffisance qu'il y a quelque chose qui a été orchestré et qu'on a utilisé un pion
pour arriver à ses fins. Et aujourd'hui, on est redevable à ce pion, d'où il faut le protéger à tout prix. Et ça, si de telles démarches, de tel comportement, de ceux qui nous apprennent le droit, ceux qui nous apprennent la démocratie, ceux qui nous apprennent tout ce que nous racontons aujourd'hui, commencent par tourner et manipuler ces mêmes notions contre nous, ça laisse à désirer. Et donc ce qui se passe aujourd'hui n'est qu'une sorte de plaisanterie pour nous dire en réalité, vous l'avez bien vu, vous le soupçonnez très bien d'assassinat, mais il ne viendra pas, il ne répondra pas. Mais la France se justifie de n'appliquer qu'une décision de la Cour européenne des droits de l'homme qui avait décidé, qui avait jugé que le Burkina n'offrait pas les conditions de respect des droits du présumé coupable, François Compaoré, et donc on ne devrait pas l'extrader. Qu'est-ce que la Cour européenne des droits de l'homme face aux droits d'un être humain assassiné, dont tout un peuple attend, voit clair dans cette affaire? Vous voyez, c'est ce que je dis, c'est de la comédie, tout simplement. Est-ce qu'il n'y avait pas la défense, la protection des droits humains avant qu'on en assassine un journaliste, une grande voix au Burkina Faso? Nous connaissons à peu près ce qu'a été ce Norbert Zongo. Et donc sa voix a commencé par déranger à un moment donné. Il faut le faire taire. Il faut finir avec lui. Mais aujourd'hui, qu'on parle d'une violation d'article. Quel article? Norbert, comment dirais-je, François Compaoré n'a pas été le seul soupçonné dans cette affaire. Les autres sont restés sur place. Est-ce qu'on les a déjà assassinés? On les a déjà tués? Non. Ce qu'on veut, il est le principal mis en cause dans cette affaire, qu'il vienne se défendre, tout simplement. Maintenant qu'on dise, parce qu'on est en train d'estimer que sur place, vous savez, cette affaire même ne doit pas faire l'objet de débat, parce qu'aujourd'hui, la relation entre ceux qui annulent ce décret et le pays envers qui on annule ce décret, ce n'est toujours pas encore beau fixe. Donc, tous les moyens sont bons pour tirer dans les pieds de son interlocuteur. C'est aussi une démarche comme ça que nous sommes en train de vivre. Dominique Lacmont, la France annule le décret de 2020 permettant normalement d'extrader vers le Burkina Faso François Compaoré, accusé dans l'affaire de l'assassinat de Norbert Zongo il y a de cela 25 ans. Oui, tout simplement, Dieudonné a bien chuté. Ben, moi, c'est ce que j'attendais. La France exprime son mécontentement vis-à-vis de ces autorités qui l'ont fait plier du Burkina. Et dans les déclarations de Dieudonné, quand on parle de Compaoré, ce sont les bâtisseurs du sommet France-Afrique. La famille Compaoré, que ce soit Blaise et toute son équipe, ce sont eux-là que la France a beaucoup utilisé pour asseoir son hégémonie sur l'Afrique. Aujourd'hui, cette France doit quand même protéger comme l'a dit Dieudonné, ses amis, ces pions qu'il a fabriqués en Afrique aujourd'hui et qui ont mis l'Afrique à mal aujourd'hui. Donc c'est la France est dans ce rôle-là. C'est juste la France est en train d'exprimer son mécontentement vis-à-vis des nouvelles autorités burkinabées. Pour vous, ce n'est pas une question de droit, même si la France se base sur cette décision de la Cour européenne des droits de l'homme. Quelle question de droit? Moi, c'est vrai, mais je peux pas, même si je ne suis pas d'accord avec les autorités burkinabées pour leur forfaiture qui les a conduits au pouvoir, mais ce que la France est en train de faire, c'est de la merde. Il ne peut pas dire qu'aujourd'hui, il annule l'extradition de François. Au moment où il avait pris son décret, là, il n'y avait pas cette Cour européenne. En 2020, il veut dire, mais c'est pour dire que d'abord même qu'il n'y a pas de justice aussi au niveau de la France, parce que vous prenez un décret d'extradition de quelqu'un, parce que peut-être en 2020, c'est lui qui était là, peut-être la France était en train de le rachérir pour pouvoir encore... Le décret a été pris, c'est quelques mois après qu'on a renversé le pouvoir de Roch Christian Kaboré, c'était en janvier 2021. Oui. Et du coup, les relations ont commencé par se durcir entre la France et le Burkina. Et c'est comme ça. Donc aujourd'hui, et surtout avec l'arrivée du capitaine Traoré qui a tout basculé, qui a retiré tout de la France ne compte plus coopérer avec ces nouvelles autorités qui l'expriment ça de façon claire que de jouer sur les notions de justice, de droits humains, de quoi. Même la Cour européenne de justice, qu'est-ce qu'ils peuvent nous apprendre en Afrique en matière de droits? C'est absolument rien.
Donc c'est juste du chantage que la France est en train de faire aux autorités, juste pour exprimer son mécontentement parce que elle vient d'être pliée du Burkina. Elle n'a plus le contrôle de la recherche du Burkina en main. Elle n'a plus, voilà. Donc elle ne peut plus aujourd'hui donner pour pouvoir faire un peu du mal ou bien un peu essayer de pincer l'autorité burkinabé, c'est de garder celui-là que eux-mêmes présument être un assassin, c'est de les garder chez eux et jouer autour de ça. Mais ce qui m'a encore plu, c'est le comportement de ces autorités qui n'ont plus réagi. C'est-à-dire qu'il y a d'autres choses. Ouais. Capitaine Traoré a compris qu'il a son terrorisme, qu'il a des problèmes au niveau du Burkina, qu'il doit gérer. Je n'aime pas le chantage de la France qui doit rentrer dans cette situation. Et moi, aujourd'hui, je lui donne ce clin d'œil par rapport à son silence. Pour une fois. Oui, non, c'est sincèrement. Parce que la France, son comportement, et tout le monde, en tant que panafricain, moi, je ne peux pas accepter qu'il joue. C'est une provocation, en fait. Vous voyez, c'est une provocation il provoque les autorités. Donc, moi, je trouve ça que c'est juste du chantage. Merci beaucoup. Quelque chose à dire, question à ajouter? Non, mais juste que, comment dirais-je? Pour moi, il n'y a rien qui justifie qu'il n'y ait pas d'extradition. Pour moi, le recours à la Cour européenne des droits de l'homme, bon, c'est une astuce. Hein, il a de bons avocats et comme je disais, il a les moyens de payer ces avocats-là avec un argent qui a été pris au Burkina. Et puis après, peut-être la petite note, c'est que non, la France a encore des intérêts au Burkina, hein, sauf que c'est l'intérêt militaire qui est voilà. Mais il y a des sociétés françaises encore au Burkina. Il y a de la diplomatie, il y a des couples là-bas, ainsi de suite. Le Mali, la même chose. Donc, là où se situe le litige, c'est au niveau politique. Et pour moi, voilà, et militaire. Et pour moi, ça envoie un mauvais message. Parce que le message qui est envoyé aux populations, et je pense que c'est ce qui est récurrent peut-être au niveau de... Parce que je revois encore le message, le discours de Macron en disant, oui, il faut faire attention, il faut excusez-moi, couper les ponts avec un certain nombre de démarches, mais justement, ce sont des démarches comme ça qui offusquent les populations. Parce que vous êtes en train d'envoyer le message aux populations africaines que dès lors que vous avez les moyens de partir dans un pays européen ou occidental, et que vous avez les moyens des avocats, quel que soit le crime que vous avez commis, vous êtes en dehors de la justice du pays. Et ça, c'est un des messages les plus sales, les plus violents qu'on puisse adresser à une population. Et il ne faut pas vous étonner après que cette population-là réagisse lorsque vous commettez un certain nombre d'actions dans leur pays. Merci beaucoup à vous. Nous allons continuer. On va aborder notre troisième sujet. Nous parlons à présent du Bénin. Nous revenons donc sur le continent. Le Bénin veut normaliser ses relations avec ses voisins, surtout avec le Niger. Le président béninois Patrice Talon était face aux députés ce 21 décembre et il a exprimé cette volonté de normaliser les relations avec ses voisins qui sont sous, disons, sanctions de la CEDEAO à cause des coups d'État. Je veux parler du Niger surtout, et qui partage une frontière avec le Bénin. On sait que les frontières avec le Niger ont été fermées depuis juillet. On connaît les réactions du président Patrice Talon à l'annonce du coup d'État au Niger. Sa réaction, il devait même faire un voyage au Niger. La frontière a été fermée, il n'a pas pu le faire. Quelques mois plus tard, le voilà devant l'Assemblée qui veut normaliser les relations, Dominique. Oui, c'est de bonnes nouvelles, puisque... Des deux côtés, quand on dit on met des sanctions contre un pays ou un truc, ce n'est pas seulement à ce pays-là aussi qui sentent les effets négatifs des sanctions, y compris ceux-là aussi qui les imposent, puisque c'est un manga gagné aussi depuis que le Burkina, le Bénin a fermé ses frontières avec le Niger. C'est un manga gagné des deux côtés, puisque quand on le dise, le Niger sont des pays qui n'ont pas de débouche en mer. Et quand pour s'approvisionner de certains produits, il faut passer nécessairement par le Bénin, le Togo, parfois le Ghana. Mais aujourd'hui, est-ce que c'est pour résoudre le problème nigérien? Oui, certes, mais Patrice Talon, c'est un économiste, donc il sait que depuis qu'il a fermé ses frontières avec le Bénin et le Niger, et ce qui a valu, ce qui a coûté au Bénin, lui-même il le sait. Et aujourd'hui, avec l'évolution quand même de la situation, de la position de la CEDEAO
et du Niger, il est bon temps que le Bénin puisse ouvrir ses frontières. Et là, ici, Patrice Talon a pris cette initiative, c'est d'abord pour sauver son propre pays, pas pour le Niger, et ensuite soulager un peu aussi une partie du Niger. Sinon, le Niger avait déjà eu le soutien de notre pays, où les trucs passaient par ici, où voilà, Patrice Talon aussi ne voyait pas ça de trop. C'est une économie qui était déjà en perte. Il faut toujours chercher à récupérer. Et c'est un économiste, il est dans ce rôle et il a bien choisi le moment qu'il faut pour prendre cette initiative. Dieudonné Sewonou, Patrice Talon veut normaliser les relations avec ses voisins, surtout avec le Niger, avec lequel le Bénin partage une certaine frontière et qui a été fermée depuis le coup d'État de juillet. Vos premières réactions avant qu'on aille à la pause? Très bien, il n'est pas trop tard pour mieux faire. Hein? Il n'est pas trop tard pour mieux faire. Et la Patrice Talon est à une séance de rachat. C'est tout à fait normal. Et donc, en soi, nous ne pourrons que saluer cette nouvelle position. Et cela dénote à suffisance, les pieds d'argile qu'ont toujours la CEDEAO. Parce que au finish, nous allons nous retrouver dans un ensemble, je ne dirais pas vide, mais un ensemble qui n'aura plus de substance, parlant de la CEDEAO en maintenant la correction sur les sanctions sous lesquelles le Niger est en train de gémir aujourd'hui. Ce n'est pas le Niger qui est sous le coup, c'est aussi les pays environnants. Je rappelle, je l'ai dit sur ce plateau, qu'en majeure partie de l'économie portuaire du Bénin dépend du Niger. Et le Niger, qui n'a plus accès au port du Bénin, cause un sérieux souci à l'économie béninoise. Et, comme il a dit, Horus l'a dit tantôt, Patrice Talon est un stratège, est un technicien, est un économiste. Il connaît les décisions qui peuvent arranger l'économie de son pays. Là, c'est Dominique. Très bien. Et donc, s'il y a lieu de prendre une décision douloureuse qu'elle soit, pour faire mal à ses amis, mais pour arranger lui son image, il doit être en mesure de la prendre. Aujourd'hui, il est entendu. Les Béninois veulent juger Patrice Talon sur ses faits, sur ses résultats. Qu'est-ce qu'il laissera au bout de son mandat? Donc, il a tous les prix possibles à payer pour préserver l'intégralité et la bonne image de son mandat. C'est ce qu'il a commencé par faire. Bravo. Donc, oui, changement de ton au niveau du Bénin. Le président Talon veut normaliser les relations avec ses voisins, surtout les pays sous sanction de la CEDEAO à cause des coups d'État, et plus précisément le Niger, avec qui le Bénin a fermé ses frontières depuis juillet à cause des sanctions de la CEDEAO. J'aime pas le terme normalisé. J'aime pas ce terme-là parce que ce sont des termes qui... Parfois, je pense qu'en Afrique, on doit prendre nos propres termes avec... quitte à utiliser des termes qui sont de nos langues locales. Parfois, c'est peut-être mieux d'utiliser nos propres termes parce que nos propres termes ont... Comment dirais-je ? Une autre portée sémantique? Oui, ils ont une autre portée sémantique et on peut y mettre quelque chose qui est de nous. J'aime pas le terme normalisé parce qu'on a l'impression qu'on n'est pas dans la reconnaissance de quelque chose de mauvais que l'on a fait. Il n'y a pas un mea culpa derrière. On a l'impression que, bon, on va normaliser. Non, il y a un mea culpa à faire. Vous pensez que Patrice Talon devait d'abord faire un mea culpa avant de continuer? Je pense que quand on est dans l'erreur, il faut reconnaître que l'on a été dans l'erreur. Et si on doit s'excuser, puisque c'était l'application d'une décision de la CEDEAO. Oui, mais tout le monde savait que c'est tout et n'importe quoi. C'est une vaste comédie. Il y a je pense un terme nouchi de Côte d'Ivoire qui dit c'est au début du film que le méchant est chaud. Et on a vu le début du film, on nous a fait un remake hollywoodien. On n'était plus dans la politique, on était dans Sylvester Stallone, Schwarzenegger. Bon, je sais pas exactement ce qui a piqué le président nigérian, mais on a l'impression que non. Oui, on a vu, non, il était plus avec nous, il était Hollywood. C'est-à-dire tout le remake Commando, j'ai revu Delta Force 1, Delta Force 2, Commando, j'ai rien compris du tout. Et le pire dans ça, c'est que je pense que, Monsieur Talon est un homme d'affaires. Ça serait de la malhonnêteté intellectuelle de reconnaître que ce n'est pas quelqu'un d'intelligent et d'avisé. Mais je pense que il y a eu quelque chose dans la politique, dans la diplomatie qui n'a pas passé. Peut-être qu'il n'a pas saisi, qu'il n'a pas compris. Peut-être est-il novice dans cette histoire-là. Mais toujours est-il qu'il a suivi un mouvement qu'il ne fallait pas. On a vu Monsieur Ouattara.
Il a crié, voilà, Hollywood. Et, au final, ça a accouché d'une souris. On n'entend plus, il parle plus. On a balancé des sanctions comme ça à un peuple. On lui a coupé l'électricité, on a coupé les fonds, on a menacé de l'attaquer, alors que le pays fait parfois 2-3 fois la superficie du territoire. Mais qu'est-ce qu'on n'a pas fait? Et après, le pire dans tout ça, c'est qu'on a voulu instrumentaliser les populations. On a fermé les frontières. Alors, si vous voulez, d'une certaine manière, c'est que on n'a pas seulement été fâché contre un frère dont on ne partage pas l'action, c'est qu'on a voulu l'affamer. Il y a quelque chose que je répète parfois sur ce plateau, c'est que les situations critiques de nos États frères, le ridicule de l'histoire, ne viennent même pas de l'extérieur. Ça ne vient pas de la sanction de l'Union européenne ou la coupure de l'aide américaine non, ça vient pas de là. C'est-à-dire les conséquences économiques néfastes qu'il peut avoir au Niger ou au Mali viennent tout simplement des pays frontaliers qui ont décidé d'appliquer des sanctions. Et le plus ridicule dans l'histoire, c'est que ces pays ont accepté d'appliquer des sanctions en sachant qu'elles allaient mettre en péril leur propre économie et en comptant sur l'aide d'États extérieurs. C'est-à-dire, c'est comme si on disait, ok, d'accord, je vais punir le frère parce qu'il y a quelque part quelqu'un à l'extérieur qui a dit, ne t'inquiète pas, de toute façon, si tu le punis, je vais te donner des aides. C'est ça le plus ridicule de l'histoire. Alors que ça n'a aucun sens. Le fait que l'on puisse dire au Niger, nous ne sommes pas d'accord avec ce qui s'est passé, n'a strictement rien à voir avec le niveau des sanctions qui s'est déroulé. Je dirais même, je vais terminer avec ce pamphlet ironique, c'est que Monsieur Talon et le Bénin est passé à quelques encablures de se faire choper son éléoduc. Oui. Parce que s'il y avait eu cette crise-là avant la construction de l'éléoduc, il est presque sûr que c'est au Togo que ce oléoduc serait passé. Et c'est pas les Chinois qui allaient lésiner dessus. Donc, à un moment, je pense que ce que je m'attends de la part de Patrice Talon, ok, qu'il aille voir l'Assemblée nationale pour une explication, parce qu'il a failli mettre le Bénin en guerre. C'est ce qui s'est passé. On a failli avoir des Béninois qui allaient perdre la vie au Niger. Oui, cette démarche, elle est bien, mais au-delà de la démarche, moi, ce que je souhaite de lui, c'est une démarche africaine, qui est celle d'aller chez le frère et de lui dire non, j'ai eu tort. Je m'excuse. Et il peut le faire. Merci à vous. Nous allons marquer la pause pour le journal, puis on reviendra pour la deuxième partie de cette émission.